Retour au plateau pour la seconde partie de New World Forum. Nous allons nous intéresser cette fois-ci au Togo avec le dialogue politique en cours, suspendu. Va-t-il reprendre finalement? Faut-il croire encore à ce dialogue? C'est la question que nous posons à nos invités. Les deux de la première partie sont restés avec nous. Amouekon Eba, il est délégué zone Europe de la diaspora africaine en Europe. Le deuxième, Eric Abbé, il est le représentant zone Afrique de l'Ouest de cette structure, la diaspora africaine en Europe. Et nous sommes rejoints par Zep Côté. Bonjour Zep. Bonjour. Monsieur Côté, qui est homme politique togolais d'un parti politique FDR, Force démocratique pour la République, parti d'opposition, membre de la coalition des 14. Il est le secrétaire national chargé du numérique et des adhésions au sein de ce parti. Zep Côté, merci de nous rejoindre pour parler donc du Togo et de ce dialogue. Est-il toujours vivant ce dialogue? Dialogue togolais mort ou vif selon vous? Je vous remercie. Avant d'aborder votre sujet, je vais m'incliner sur la mémoire de combattants de notre lutte qui ont perdu la vie et blessés depuis août 2017 et ceux qui ont perdu leur vie depuis 1990 à ce jour. Pour revenir à votre question, eh bien, le dialogue continue. Tant que les médiateurs, les facilitateurs n'ont pas encore donné le glas, eh bien, le dialogue pour nous continue. Même si vous retournez dans la rue, vous manifestez comme c'était déjà le cas depuis le 19 août 2017. Oui. Et alors? Et alors? Parce qu'un des engagements que vous avez pris au démarrage du dialogue, c'est de mettre entre parenthèses les manifestations. Vous savez, il y a un problème d'incompréhension et d'interprétation de nos textes. La loi fondamentale togolaise a été votée par le peuple togolais. Et un communiqué d'un ministère ou d'un règlement, ou bien un règlement intérieur d'un dialogue ne peut pas être au-dessus de notre constitution. Mais soyons sérieux. Ceci étant, en acceptant aller au dialogue, c'est que vous avez mis entre parenthèses la constitution et les engagements politiques vont au-delà des règles qui sont en vigueur. Quand on va au dialogue, il y a deux personnes. Il y a le parti au pouvoir et la coalition des 14 partis politiques. Nous avons signé un règlement intérieur pour ne pas faire ci, pour ne pas faire ça. Ok. Mais le constat est tout au contraire. Le parti au pouvoir continue par préparer ses élections, malgré l'interdiction qui a été faite et acceptée de tous. Il y a même une mission du facilitateur ghanéen qui est venu à la CENI, à la Commission nationale indépendante. Ils ont constaté que le parti au pouvoir continue la préparation de cette élection-là. Par quel fait concret? Qui a rompu ce règlement intérieur? Par quel fait concret dites-vous aujourd'hui que le pouvoir continue de préparer les élections? Je peux vous affirmer aujourd'hui, pour ce qui concerne ma préfecture, le lac, par exemple, il y a eu déjà une circulaire pour enrôler les gens à la CENI. Et il y a eu aussi la nomination des CENI, des magistrats, pendant ce dialogue-là. Mais est-ce qu'il faut tenir compte des nominations pour dire que le processus se poursuit? Parce qu'il avait été annoncé la révision des listes électorales depuis janvier. Si elle n'a pas lieu, est-ce que ça ne veut pas dire que la CENI et le gouvernement ont mis une pause dans la préparation de ces élections aussi? Vous savez, on a été habitué par le comportement du parti au pouvoir depuis pratiquement plus de 25 ans. On est habitué. On est tellement vacciné et que tout comportement ou bien tout acte posé par ce parti
est, je dirais, disséqué à la lettre. Vous savez, quand ils ont commencé la préparation de ces élections, ils nous ont dit non, on est là juste pour enrôler les gens, les préparer, c'est pas les élections. Non, mais on a dit, on ne peut plus aller aux élections dans ce pays sans faire les réformes. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Maintenant, si le parti au pouvoir seul prend cette décision d'organiser cette élection, eh bien, à la fin, il y aura un problème. Parce que si on voit même la composition de cette CENI aujourd'hui, mais ce n'est pas encore complet. Oui, parce que vous avez refusé d'y siéger. On n'est pas encore prêt. Oui. Ou bien on n'a pas réussi à accorder nos violons sur cette composition-là. On va y revenir. À Moïkoeba, les uns retournent dans la rue, les autres continuent de préparer les élections. Est-ce que finalement le Togo est retourné à la case départ du 19 août 2017? Ok, bon, je pense que, enfin, pour nous, la diaspora africaine en Europe, d'abord je vais demander à notre ami, c'est quel genre d'élection que le parti au pouvoir attend de préparer, d'abord. Parce qu'on veut savoir si c'est les élections législatives ou bien si c'est le référendum, bon, je ne sais pas. Donc, d'abord, avant de pouvoir parler, il faudrait qu'il puisse savoir de quelle élection que le parti au pouvoir attend de préparer. Je peux répondre? Ouais. La Commission nationale au Togo, Oui, organise toutes les élections, justement. si elles existent. Pour l'instant, il y a les élections législatives et les présidentielles. Mais aujourd'hui, nous avons demandé à redonner le pouvoir à la base. Il faut d'abord faire les locales. Donc, s'ils font un travail préliminaire aujourd'hui, soit c'est pour préparer les locales, soit les législatives, parce que nous sommes à la fin de la mandature, ou bien ils sont en train de préparer l'élection présidentielle. Bon, ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais une CENI, Commission électorale nationale indépendante, l'électorale, organise toute élection. Justement. Mais attends, écoutez. Nous savons tous que la CENI organise toutes les élections, les élections de futur. Alors, je ne sais pas. Est-ce que si le parti au pouvoir qui gouverne a convoqué le corps électoral pour des élections à venir, mais où est le mal? Parce qu'une élection ne se prépare. Oui. Je prends un exemple. Les députés togolais, bientôt dans quelques mois, les mandats finiront. N'est-ce pas? Donc on va attendre à ce que les mandats finissent d'abord avant de pouvoir convoquer le corps électoral. Mais Amoueko, est-ce qu'au même moment, c'est normal de convoquer un dialogue en pleine discussion, le dialogue qui va débattre des questions électorales? Est-ce que c'est logique de faire en même temps le dialogue et la préparation des élections? C'est ça la question. Mais est-ce que le dialogue a à quoi voir avec... Parce qu'une élection... Parce qu'au dialogue, il est inscrit la modification, la révision, ou en tout cas des réformes sur le cadre électoral. Mais justement, mais est-ce que... Bon, enfin, nous ne trouvons pas en quoi il n'y a pas de problème. Puisqu'il y a un dialogue. Aujourd'hui, le dialogue est bloqué. Donc, le Togo doit s'arrêter là. Donc, vous donc, constatez à cause du dialogue... Donc, vous constatez que le dialogue est bloqué. Non, mais puisque le dialogue est perdu. Vous voyez? Alors... il y a une différence, blocage... Monsieur Gillon, j'ai dit, est-ce que le gouvernement togolais doit arrêter parce qu'il y a un dialogue qui est suspendu? Oui, parce que le gouvernement, c'est le gouvernement même qui a pris l'engagement au dialogue. Et après, les mêmes opposants viendront encore dire au peuple togolais que le gouvernement n'est même pas capable même d'organiser, le mandat des députés est fini et ils ne sont même pas capables d'organiser au moment opportun. Vous voyez? Alors, moi je pense que ce sont des atouts qui ne tiennent pas. Parce que laisser le gouvernement convoquer le corps électoral pour les élections à venir. Mais on est des élections de futur.
Mais on ne doit pas attendre le juge pour pouvoir... Non, quand même. Oui, je crois que nous ne disons pas les mêmes choses. Et que le débat dans lequel nous sommes aujourd'hui est un débat, même si mes vis-à-vis sont de la diaspora africaine en Europe. Europe. Je fais juste une parenthèse. J'étais le président de la diaspora togolaise en Europe, avant de rentrer au Togo. Et souvent, quand on est à l'étranger, on est en déphasage de ce qui se passe. Votre développement me pousse un peu à m'inquiéter de la pertinence du débat que nous faisons. Vous savez, juste un exemple. Il y avait une mandature en 2007 où j'étais candidat en 2007 législative. 2007, c'est normalement 2012, on devrait faire une autre élection. Mais le gouvernement, l'État togolais a décidé de proroger cette mandature et on a fait les élections en 2013. Parce qu'il y a une disposition dans la Constitution qui dit ceux qui sont élus restent en fonction jusqu'à l'élection de nouveaux membres. Donc, dans ce cas, rien ne presse pour nous si nous voulons bien faire. Si nous reconnaissons aujourd'hui que le fichier électoral est corrompu, qu'il y a des doublons, parce que je suis un ingénieur informatique, je sais ce qui se passe là-bas dans cette saignée-là. Et nous avons essayé en 2015 à démontrer par A plus B avec Alberto Olympio. Alberto Olympio, qui est un autre leader de parti politique. Qui est aussi ingénieur informatique. Nous voulons quand même régler ce problème-là de doublon du fichier électoral. Mais on n'a pas réussi à le faire parce que le gouvernement ne voulait pas. Maintenant, nous allons aller à cette élection-là en respectant le calendrier régalien qui est là aujourd'hui. Donc, ce qui nous pousse à aller en cause d'élection avec un faux fichier. Et après, on va contester. Après, on va marcher, on va gazer, on va blesser, on va tuer. Mais on va où finalement? Nous avons proposé au gouvernement de faire table rase, de mettre tout à plat. Et nous allons y aller. Le Togo va rester, nous on va quitter. Le Togo va rester, nous on va quitter. Mais pourquoi nous ne pouvons pas prendre du temps pour revoir ce problème-là et le vivre ensemble que nous prenons dans ce pays-là? Mais il y a, comme nous appelons souvent en terrien, les terriens sont les conservateurs du système qui ne veulent pas changer le fonctionnement de leur système. Alors que si le chef de l'État reconnaît aujourd'hui qu'il y a une minorité qui pille les ressources du pays, il y a quand même un problème. Et il n'y a pas un seul qui est sanctionné à ce jour. Mais revenons sur le débat des élections. Justement, Gilles, c'est-à-dire, on ne peut pas avoir une pression aujourd'hui pour dire il faut les élections parce que en juillet, le mandat des députés serait à terme. Non, pour faire quelle élection? Oui, Éric Abbé, est-ce que vous trouvez urgent de préparer les élections pendant que le dialogue, en tout cas la fin n'est pas encore sifflée? Déjà, nous sommes ici depuis la diaspora africaine et ici depuis juin. On était là déjà en mars, non? En février jusqu'en... Février 2018. Hein? On était là le 10 février, on est reparti le 6 et on est revenu depuis le 6 avril. Vous savez, moi, au nom de la diaspora, on ne va pas nous accrocher à des dires. Nous voulons des preuves. Aujourd'hui, le Togo est engagé dans un processus qui, nous, à la diaspora, pensons qui peut aboutir à la résolution, on va dire, de la plus grande partie des problèmes. On souhaite que chaque parti, aujourd'hui, on est en train de parler des élections qui sont en train de se préparer, par exemple. Aujourd'hui, toutes les caméras, tous les yeux sont tournés vers le Togo. Pourquoi est-ce que on ne souhaite pas ces problèmes devant les différents facilitateurs que la CEDEAO et l'Union africaine ont désignés déjà? C'est la première chose. La deuxième chose, on ne va pas revenir dans les mêmes choses. Non, on ne fait pas confiance à si, on ne peut jamais faire confiance même à soi-même. Ce n'est pas possible.
Et puis, la cession au pouvoir, c'est une compétition. Il y a un président africain qui disait qu'on ne fait pas la passe à son adversaire. Voilà. Donc, quand on sait que c'est une compétition, on attire tout ce qu'on peut vers soi. Aujourd'hui, il y a une table. Mais nous pensons que la diaspora pense qu'aujourd'hui, les acteurs politiques togolais doivent être imbibés de beaucoup de sagesse, de beaucoup de responsabilités et poser les problèmes sur la table de discussion pour les régler. Donc, autrement dit, vous ne pensez pas que l'opposition a raison de retourner dans la rue aujourd'hui? Ça n'a, excusez-moi de le dire tout cru, ça n'a pas de lieu d'être. Ça n'a pas de raison d'être. On a une occasion de parler des vrais problèmes du Togo. Et puis les problèmes du Togo ne sont pas liés seulement à des élections. Nous, on a fait un tour à Sigamé. Le grand marché de Lomé. Le grand marché de Lomé. Mais les dames vous disent que le tout tourne au ralenti. On est allé au port, qui est l'un des poumons économiques du Togo. On a vu les activités du port qui tournent au ralenti. J'ai bien aimé ce que M. Zep a dit tout de suite. Les politiciens passeront, mais le Togo restera. Ça aussi, il y a beaucoup aimé ça. Vous comprenez? C'est une très belle femme. Elle est pleine de sens. Elle est pleine d'enseignement. Donc, il faut aujourd'hui pencher vers ce qu'il peut amener les uns et les autres à revoir leur position. Aujourd'hui, il faut se dire la vérité, le radicalisme politique n'accompagne nulle part. Parce que l'opposition sera radicale, le parti au pouvoir sera radical, et les personnes qui souffront le plus, c'est le peuple togolais. Le Togo ne mérite pas ça. Nous en parlons avec beaucoup de passion, parce que nous sommes sortis de là, nous les Ivoiriens. Nous en parlons parce que nous avons fait un tour en Centrafrique. On sait quand ça commence, mais ce n'est pas évident qu'on sache comment ça finit. Donc il est bon, il est sage, il est responsable, qu'on pose les vrais problèmes. Déjà qu'on n'est pas d'accord sur la Constitution, il faut régler le problème de la Constitution. Dans la Constitution, il n'y a pas que l'élection. Il y a beaucoup de problèmes qui doivent... Mais c'est par la concertation que ça peut se faire. Vous êtes interpellé? Oui, je peux inviter mon ami à analyser avec moi, juste une petite boutade. Vous avez une maison familiale, le titre foncier. Vous êtes 4 garçons. Ok. Et le jour où papa décédait, c'est vous qui avez gardé le titre foncier. Tout à fait. Ok. À un moment, on me sort de la maison. Je dis, ok, on va vendre la maison, je prends ma part, patati patata. Non. Eh bien, le frère qui a le titre foncier, il refuse. À un moment, il y aura, comme vous dites, en Côte d'Ivoire, il y aura Bamba. Parce que c'est un bien commun. Soit on va chez le notaire, on va partager la maison, ou bien on vend la maison, on divise par 4, point final. Mais si un de ces frères-là dit non, moi je garde le titre foncier. De temps en temps, je vous donne 5 000 francs, 10 000 francs. Non, c'est le bien commun. C'est une parenthèse pour avoir une analogie par rapport à ce qui se passe au Togo. 2, par rapport au dialogue. Encore un exemple. Vous êtes dans un couple, monsieur et madame. Il y a des problèmes dans la maison. Les parrains sont là, les marrains sont là, les marraines sont là. Un beau matin, on vous dit, ok, il y a un problème parce que madame ne fait plus la cuisine depuis pratiquement 6 mois. Exemple, depuis 19 août, elle ne prépare plus. Ok. Vous venez. Je fais allusion au médiateur. Vous venez à la maison, les parrains, pour régler ce problème-là. Vous venez, ok, on parle et tout, et on boit un peu, et on repart. On ne touche pas le nœud du problème. Vous revenez la deuxième fois. Au lieu de poser le problème, qu'est-ce qui se passe entre vous deux là? Qu'est-ce qu'il y a? Non. On fait des détours, 2 heures, 3 heures, et on repart. La troisième fois, quand vous venez, le papa, enfin le père de famille, il va voir sa montre. Quand est-ce que vous allez quitter?
Parce que moi, j'ai de sérieux problèmes. Vous n'arrivez pas à toucher mon problème. Je vais garder ma montre. Ok. Quitter. Et quand vous repartez, la troisième fois, qu'est-ce qui va se passer? Vous revenez à la maison à 18h tous les jours, après le travail. Mais, pendant ces problèmes-là, pendant 6 mois, madame ne préparant plus, eh bien, vous êtes dans un maquis pour manger et vous revenez à la maison à 22h. Madame va appeler le parrain. Voilà. Est-ce que vous voyez M. Abbé? Il est revenu à 22h. La 4e fois, il y aura grandement dans la maison. D'accord. Vous irez aux mains, finalement. D'accord. Parce que les parrains et les marraines n'ont pas réussi à régler ce problème. Donc, vous voulez dire aujourd'hui, en un mot, que les facilitateurs sont dépassés? Je ne dirais pas ça, mais on nous a dit 10 jours maximum. Est-ce que c'est 10 jours affiliés ou bien coupés en 2 heures sur 1 an? Non, nous avons un seul problème. On ne doit pas attendre pendant des mois pour régler notre problème. Il faudrait que, soit on nous rassemble dans une salle pendant 3-4 jours pour régler ce problème une fois pour de bon. Mais faire 2 heures, 3 heures, on repart, tel fait un communiqué, non, tout ça, c'est du cinéma. Mais est-ce que vous comprenez l'impatience de l'opposition togolaise? Bon, quand on parle de l'impatience, moi, je ne vois pas parce que quand on est impatient sur tout le plan. On ne marche pas. Tout à l'heure, le frère, avant de commencer, il a même fait une minute de silence pour les Togolais qui sont tombés. N'est-ce pas? Et il a donné 2 exemples tout à l'heure. Vous voyez, moi, ce que la diaspora africaine en Europe reproche à l'opposition, parce que nous sommes contre la violence. Nous étions au Rwanda, comme on dit, en Guinée, en Gambie, où ils étaient chauds même. Yaya Jammeh, on allait dire Yaya Jammeh de quitter le pouvoir. Vous voyez? Alors, il a donné des exemples. Ça fait 7 mois que le Togo est ralenti. 7 mois que le Togo est ralenti. Dans le camp de l'opposition, il y a aussi des fonctionnaires d'État qui doivent travailler et percevoir les salaires chaque fin de mois. Mais pendant 7 mois, le Togo est ralenti. Mais c'est avec quel argent on doit prendre pour payer les fonctionnaires? Donc, parce qu'il y a un dialogue. Donc, raison de plus pour aller vite et en finir avec ce dialogue, non? Justement, il faut vite aller. Ce n'est pas parce qu'il y a dialogue que le gouvernement doit s'arrêter là. Le gouvernement continue toujours à gérer le pays. Parce qu'on ne peut pas rester. Vous voyez, depuis un temps, le peuple togolais fut en otage. Oui, je ne vous comprends pas exactement. Oui. Alors, au même moment, vous dites que le pays tourne au ralenti. Est-ce qu'il ne revient pas à tous de faire vite pour vider rapidement cet abcès et passer à autre chose? Les 2 camps doivent s'arranger à vite aller parce que ce sont les plus grands perdants, c'est le peuple togolais qui est le plus grand perdant dans tout ça. Vous voyez? Alors, ce qui est important, nous sommes contre les marches. Parce que l'opposition... Pardon? Attends, tout à l'heure, dans ses dires, le frère, dans ses dires, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné un exemple, il dit que, non, que dans une maison, si ça ne va pas, on peut avoir le notaire. Il y a un notaire. C'est-à-dire que tout Togolais est libre d'écrire à la Cour constitutionnelle, voilà ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et la Cour constitutionnelle prend aussi acte de ça. La Cour suprême aussi prend acte de ça. Sauf que les autres demandent aussi la réforme de la Cour constitutionnelle. Justement. Non, voyez, alors, donc, ça sert à quoi? Est-ce qu'il faut forcément passer par la rue pendant 7 mois? Vous voyez, c'est pas, et 7 mois, toujours les Togolais tombent. C'est pas normal. Donc pour cela, parce qu'il y a un dialogue, donc pour cela, le gouvernement doit s'arrêter. Donc pour cela, les fonctionnaires doivent être payés. Donc pour cela, ça veut dire que pour cela, les Togolais d'ici bientôt, si ça a perdu, finalement, en fait, c'est une manière de ralentir l'économie après pour accuser le pouvoir.
Oui, justement, je vais ajouter un petit oui, Eric écoutez, Abbé, vous savez, M. Zep a donné 2 boutades que j'aime bien. Dans une maison, un titre foncier, un propriétaire, un aîné. Mais moi, j'aime bien la partie où il a parlé du notaire. Ce n'est pas parce que notre aîné a pris le titre foncier par devers lui qu'on va brûler la maison. La première chose. La deuxième chose, M. Zep pense, que, puis beaucoup de Togolais comme lui, pensent que la crise prend son temps. Mais on ne soigne pas une plaie doigt comme une gangrène. Ça ne se soigne pas de la même manière. Vous savez, il y a eu un problème dans les discussions. Les vrais problèmes soulevés par l'opposition au départ. Après, nous sommes venus en février. À notre première communication, nous avons dit aux 2 parties d'oublier la Constitution de 1992. Ce n'était pas un problème, ce n'était pas d'actualité. Pourquoi? Il y a eu... 1992 avait ses réalités socio-politiques. C'est-à-dire? Laissez-moi vous expliquer. On avait pratiquement 1 million d'habitants au Togo. Nous sommes à 7 millions pratiquement. non, en 92, En 92, il y avait 3 millions d'habitants. Ouais. Nous sommes passés du simple au double. Certains Togolais en 92 n'étaient pas majeurs, n'avaient pas le droit de décider. Nous sommes en 2018 où une bonne partie des Togolais ont le droit de décider. On n'en va pas revenir. On ne joue pas au football en 2018 comme on joue au football en 1974. Si le roi Pelé il vient maintenant sur un terrain, il est obligé de se conformer aux nouvelles lois du football. Donc, donner la possibilité au peuple togolais. Et puis on parle de la Constitution de 92. Ça a été voté par référendum. Oui, et alors? Pourquoi est-ce que les Togolais, tout ce qu'on a parlé, tout ce que vous avez soulevé, l'opposition a soulevé, la double mandature, les 2 tours aux élections, le vote des Togolais à l'extérieur, mais enfin, c'est pas que ça. Pourquoi on ne pose pas tous ces problèmes-là devant les facilitateurs et qu'on parte droit au but et qu'on parte à un référendum? Attendez, je vais vous dire une chose. La loi togolaise a 2 modes de modification de sa loi constitutionnelle, de sa constitution. 2 modes. Le premier mode, c'est à l'Assemblée nationale. Le deuxième mode, c'est par référendum. Donc, ce n'est pas par les rues qu'on va faire les modifications. Aujourd'hui, il faut que le Togo arrive à se donner des institutions plus fortes que les hommes pour que le chef de famille là ne s'approprie pas le titre foncier de la maison pendant tout le temps. des côté. Voilà. Vous savez, excusez-moi, je crois qu'il y a une certaine naïveté de mon incompréhension. Je m'entends. Vous parlez de la Constitution de 92. Qu'est-ce qui est le problème dedans? La Constitution de 92, il y a une seule phrase qui arrange l'opposition. Qui arrange qui? Il y a une seule phrase qui revient sur la Constitution de 92. C'est pourquoi je dis il y a un problème d'incompréhension entre nous. Vous avez bien dit que cette constitution a été votée en 1992 à plus de 97%. C'est que l'échantillon, aujourd'hui, si on peut prendre l'échantillon de 92, 3 millions de personnes, aujourd'hui, ont voté cette constitution-là. Elle s'applique. Elle s'applique. Maintenant, quelles sont les raisons? Maintenant, à un moment, le 30 décembre 2002, quelques Togolais se sont réunis. Pas quelques Togolais, les députés. Oui, l'Assemblée nationale. Ce sont des Togolais. Ouais. Et c'est constitutionnel en plus. Oui. Jusque-là, l'Assemblée était, je dirais, monocolore. Oui, mais c'est quand même une assemblée. Mais bon, on parle de la démocratie, on ne parle pas de la dictature. Je veux dire, je Parce que, non, je termine d'abord par cette analogie. Oui. Qu'est-ce qui avait poussé ces députés à l'époque d'enlever la phrase en aucun cas? D'accord. Si on arrive à trouver les raisons qui ont poussé ces députés le 30 décembre 2002 à enlever ce bout de phrase-là, eh bien, on aura la réponse finalement, notre problème. Parce que vous savez, certains ont compris, ou bien certains ont essayé de nous vendre comme quoi le Togo est un butin de guerre qu'ils ont pris après
après leur aventure en Indochine et en Algérie, ils sont revenus au Togo, ils ont pris le pouvoir. Pour eux, c'est un butin de guerre à partager. Et la phrase, en aucun cas, est tellement, je dirais, je ne sais pas si nos amis qui étaient au SCR à l'époque, le Haut Conseil de la République, qui ont pensé et ont écrit cette constitution-là, j'aimerais bien connaître ces deux personnes ou bien qui ont rédigé ce bout de phrase-là. Parce que c'est ce bout de phrase qui donne une certaine quintessence à notre politique. Que tout Togolais ne peut pas faire plus de 10 ans à la tête de ce pays. Parce que nous sommes aujourd'hui 7 millions. S'il y a un seul, ou bien s'il y a une seule famille qui prend 50 ans, quand est-ce que les autres viendront? Donc ceux qui ont réussi à insérer ce bout de phrase, ce sont des érudits en politique. Et je crois que demander le retour de ce bout de phrase, qui normalement ne devrait pas poser un problème à qui que ce soit. On vous dit, vous avez un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. En aucun cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas quitter. Il y aura un 5 ans comme à la Poutine et Medvedev, et on revient, vous ne revenez plus. Mais c'est démocratique, c'est beau. C'est beau. Maintenant, ces députés, le 30 décembre 2002, par, je ne sais pas, illumination ou quoi, ont enlevé ce bout de phrase-là qui nous cause problème aujourd'hui. Maintenant, ramenez ça. Et il y a un souci. Et, pour terminer, vous savez, le 5 février 2005, quand le président Gnassingbé Eyadema, paix à son âme, qui a tiré sa révérence, en une nuit, en 2 heures, on prend un ministre de la République qui était député à l'Assemblée nationale, mais il ne siégeait pas. Et on le ramène député. La même nuit. Et automatiquement, on le met président de l'Assemblée nationale et président par intérim, alors qu'il y a la Constitution. Vous nous dites, vous, de la diaspora, vous dites qu'il faut respecter la Constitution. Mais quelqu'un n'a pas respecté la Constitution. En une nuit, il a bafoué, arraché la Constitution. Et vous dites, oh, les autres Togolais doivent... Bon, ok, d'accord, rapidement la réponse. Non, justement, vous voulez réagir à ce qu'il a dit? Justement, je vais réagir sur ça. Vous voyez, tout à l'heure, il dit, il félicite les 2 personnes qui ont écrit la Constitution de 92. Concernant nous ne peut faire 2 mandats. Le bout de phrase. Non, le bout de phrase de nous ne peut faire 2 mandats. Et vraiment, je vous dis merci. Vraiment, si vous connaissez avec nous, je pense qu'on va s'attendre. Vous voyez, vous remerciez ces personnes-là. Tout à l'heure, on disait, tu as dit, en 92, le Togo était à 3 millions d'habitants. Et ils ont convoqué, le président Eyadema a convoqué le peuple pour un référendum. Et c'est passé. Nous ne pouvons faire 2 mandats. 2 mandats et ceci. Mais, vous voyez, les Togolais, l'opposition a clamé, il a clamé la Constitution de 92. Pendant que le Togo était à 3 millions d'habitants et non inscrits pour aller au vote, pour voter était à 1 million, moins d'1 million. Non, je viens. Non, je viens. Il y avait combien de personnes à l'époque? Monsieur, quand vous parlez, je me suis tué. Vous voyez. Alors, il y a eu non inscrits, c'était moins de 1 million comme non inscrits. Et cette constitution de 92 à 2018, comme d'année, c'est-à-dire que pour un Togolais qui avait 15 ans qui n'a pas voté aujourd'hui, il a presque 50 ans. Un Togolais qui avait 15 ans, qui avait 10 ans, qui avait 5 ans, aujourd'hui il est majeur. Moins d'1 million de Togolais ont voté. Ok, d'accord. Alors, maintenant, le parti au pouvoir dit quoi? Tout ce que vous avez demandé, nous acceptons. Mais on ne doit pas ignorer la population, le peuple. Mais pourquoi l'opposition togolaise veut ignorer, il parle du peuple, et puis il veut ignorer le peuple pour une nouvelle constitution? Oui, donc ça veut dire que vous faites allusion au référendum. Non, vous voyez. Oui. Mais M. Gillot, il va répondre. Non, vous voyez, il doit me répondre ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'opposition parle que du peuple. Oui. Donc, alors, on le laisse répondre. Maintenant, pourquoi
Pourquoi Pourquoi vous à êtes 92 ans, contre l'idée vous du étiez référendum? à 92 ans, monsieur, vous avez quel âge à 92? Moins de, si je ne me trompe pas très bien, vous avez moins de 15 ans en 92. Et les moins d'1 million de Togolais qui ont voté. Pourquoi pas aujourd'hui, pour un Togo qui a 7 millions d'habitants, on ne peut se doter pour une nouvelle constitution fiable, crédible, ouverte, crédible et acceptée de tous? Oui. Pourquoi? Vous allez y répondre rapidement pour qu'on Et vous passe me parlez de 2002. au dernier aspect de cette Non, émission. juste pour le dire que j'ai voté la première fois en 1987. 87. Oui, 87. Ok, d'accord. Donc, 87. donc, à 92, si c'est plus que ça. Non. Ok, bon, ça c'est une parenthèse. Bon, vous savez, tout ce déballage que nous faisons, on tourne autour du pot. Oui. On tourne du pot. Parce que quoi? Vous nous parlez de référendum. Justement. Il y a eu référendum en 92. Oui. Comment ce référendum a été préparé et organisé? Même le timonier à l'époque, Oui, vous parlez du chef de l'État le d'alors. chef de l'État à l'époque, oui, il ne voulait pas, mais à un moment donné, certaines personnes ont réussi à le convaincre. Et il a créé une commission pour réfléchir sur ce référendum. Et ce jour-là, il a demandé au peuple d'aller voter. Maintenant, ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que le parti au pouvoir a associé la rédaction, l'avant-projet de ce référendum à tous les acteurs politiques? La réponse est non. Maintenant, vous me vendez une sauce. Je ne goûte pas. Et si demain il y a la diarrhée? Attendez, le référendum qu'on nous propose, c'est à manger par tous les Togolais. Les ingrédients, si c'est le poisson, et le cube, et l'oignon, nous devons tous voir comment nous allons préparer cette sauce-là. Mais quelqu'un, deux frères, se met dans un coin, il me ramène le plat. Non, je ne mens pas. Qui est ce deux frères? Hein? Qui est ce deux frères? Je parle du parti au pouvoir. Donc, Non, ça dit, je vous donne des caricatures comme ça pour mieux cerner la problématique. Vous voyez, monsieur, on ne va pas si nous voulons avancer, vous voyez, si nous voulons avancer, On ne va pas s'éterniser sur la Constitution parce que d'ailleurs... Vous êtes bien placé, parce que le peuple aussi vous régale. Vous voyez, on n'est qu'à laisser problème de personnes, les personnes, la famille de côté. Ça ne nous arrange pas. Justement, qui a enlevé la place la phrase en aucun cas? Ça ne nous arrange pas. Non. Monsieur Zep. Ça a arrangé qui? Monsieur Zep. Oui, monsieur Abbé. Vous savez, la diaspora africaine est venue aider, faire des propositions. La diaspora africaine en Europe, merci, est venue aider, faire des propositions pour une sortie des crises. Oui. Le vrai problème au Togo, c'est que tout à l'heure vous avez sorti un thème que j'aime bien. On tourne trop autour du pot. Il y a des vrais problèmes. Il faut les poser. Le premier problème que l'opposition soulève, c'est que le président actuel a fait plusieurs mandats. La Constitution actuelle lui permet de faire plusieurs mandats. Si on ne veut plus qu'il fasse un autre mandat, ça va faire une autre loi qui l'empêche de faire une autre loi. Pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que nous vous disons. Ces réformes-là, oui. Ces réformes ne se feront pas dans les rues. Vous avez un cadre propice pour faire ces réformes. C'est pourquoi je vous Attendez que je finisse, s'il vous plaît. Vous avez un cadre propice pour faire ces réformes-là. Vous êtes devant deux médiateurs et non des moindres. Le président Alpha Condé a un passé politique que tout le monde connaît. C'est un homme de droit émérite, tout le monde le sait. Le président ghanéen actuel est un homme d'État que tout le monde connaît. Mais posons les vrais problèmes pour qu'on puisse trouver les vraies solutions. Voilà. Donc, apparemment, on a du mal à s'entendre de ce côté sur les différentes questions qu'ils ont posées. Le dernier aspect que je voudrais qu'on aborde maintenant, faut-il que la CEDEAO aille à un arbitrage? Parce que
finalement les deux positions, l'opposition et le pouvoir, vos positions sont difficilement conciliables et la CEDEAO se projette de faire des recommandations qui doivent être applicables à toutes les parties. Est-ce que ce schéma vous arrange, un arbitrage de la CEDEAO? Très bien. Vous savez, après 27 dialogues, la CEDEAO vient nous donner, enfin, pense donner quelques recommandations pour régler notre problème. C'est bien. Si on avait, le Burkinabé avait attendu la CEDEAO, Blaise Compaoré serait encore au pouvoir au Burkina. Vous savez, le Togo est un petit pays et nous sommes dans le concert des nations. Nous ne pouvons pas aussi être dans une position, je dirais, rigide ou radicale, parce que, quoi qu'on dise, les échanges économiques se font dans la zone UMOA et CEDEAO. On ne peut pas fermer nos frontières au Bénin, au Burkina, parce que nous sommes des frères. Mais, quand un de vos enfants, je fais toujours une caricature, est un enfant espiègle, il n'arrive pas à vous écouter. Quand on prend l'espace CEDEAO, combien de présidents sont restés au pouvoir à plus de 20 ans? Nous voulons construire un vivre ensemble. Nous voulons proposer, je dirais, un schéma qui va arranger les 16 pays de la CEDEAO. Mais nous avons un enfant espiègle qui veut, lui, garder le pouvoir pendant pratiquement plus de 15 ans et voire plus. Vous savez, à un moment donné, il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Quand vous parlez des chefs d'État... 15 pays, hein? Ouais, quand pas 16 pays, c'est 15 pays. Quand vous parlez... Il y a le Cap-Vert dedans. Non, mais c'est tout ça qui fait 15 pays. C'est 15 pays. Oui, maintenant, si un président fait quelques éloges dans le couloir feutré, on dit non, on sait ce qui se passe. Il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Ils savent très bien que le Togo est un problème, est une gangrène. Et donc, est-ce que vous êtes pour un arbitrage de la CEDEAO? Oui, mais ce n'est pas... Mais il n'y a plus de main si vous êtes... Oui. D'accord, l'arbitrage va tomber en juin prochain. Alors, on va conclure. Est-ce que cet arbitrage peut régler le problème? Est-ce qu'il est souhaitable? Vous savez, la CEDEAO est une institution de la sous-région. Et le problème de nos États, de l'espace de CEDEAO, la CEDEAO a un droit de regard sur nos États. Ça fait partie des objectifs de la CEDEAO. J'ai été même frustré une fois sur les médias quand j'ai vu le président Jean Pin disait que non, que la CEDEAO, on s'en fout de la CEDEAO, parce que ceci, parce que cela. Mais j'ai ri. Ça fait pitié. Parce que c'est pas à lui de dire ça. Parce que la CEDEAO aussi a réglé des problèmes ici que lui, ça l'a arrangé. Vous voyez? Non, vous parlez de Jean-Pierre ou bien Jean-Pierre Fabre? Jean-Pierre Fabre. Merci. Jean-Pierre Fabre. Vous voyez? Alors, quand dans ces croisades où une fois il parlait contre la CEDEAO, on a été frustrés. J'étais à Paris et puis votre point de vue, est-ce que... Ok, d'accord. Mais la CEDEAO est une institution de l'espace CEDEAO qui a un droit de regard dans nos conflits. Donc elle peut trancher. Elle peut trancher. La CEDEAO peut bien trancher. D'accord. On a compris votre point de vue. Le temps s'en est allé. On va prendre la conclusion de... Juste parce que tout à l'heure, il a dit une chose. Il a dit une chose que non, que en 2005, quelqu'un s'est fait un député ministre. En même temps, ils l'ont enlevé. Et puis ils ont. Vous voyez ça, j'étais un peu choqué parce que quand on parle de ces choses-là, en 2005, lorsque après la mort de Erdema, du président Erdema, le président Faure était venu au pouvoir. Les gens ont critiqué. La CEDEAO a critiqué. Et le président Faure a démissionné. Il s'est mis dans son parti pour être élu. Ça veut dire qu'il a respecté la constitution togolaise. C'est pourquoi il s'est mis de côté.
Vous voyez? Alors, donc, quand il dit qu'ils ont parce qu'en 2005, le président Faure était que ministre des Postes et de télécommunications. Télécommunications. Il n'avait aucun droit. Ce n'est pas lui qui a organisé les élections. Les élections ont été organisées par un président intérimaire. Donc, ne l'accusez pas Faure pour quoi que ce soit. Je suis désolé. On ne va pas relancer le débat parce que moi, le temps... Non, c'est juste une question. Oui. Parce que nos amis parlent de la diaspora Europe-Afrique. Est-ce que les Togolais de la diaspora peuvent voter dans vos recommandations? Oui. Est-ce que vous avez envoyé ces recommandations-là? Oui, peut-être on va terminer avec là. On va donner une copie. Ouais. Sinon, Non. Est-ce que vous avez envoyé ça à qui de droit? Mais les Togolais de la diaspora doivent voter. Ça, on vous cautionne. C'est normal. C'est important que les Togolais de la diaspora votent. Merci. Eric Abbé, votre dernier mot en 30 secondes pour compléter cette mon dernier mot, il est simple. Au nom de la diaspora africaine que nous représentons en Afrique de l'Ouest, il est bon que le Togo reprenne vie. Il est bon que les acteurs politiques s'arment de beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de responsabilité pour poser les vrais problèmes, pour qu'on puisse trouver les vraies solutions, pour qu'on puisse sortir de cette crise qui non seulement fatigue le Togo, mais tous les pays autour du Togo aussi. Merci pour votre participation à ce débat, je pense, très riche. Merci Zeb Côté d'être passé. Ça me remercie. Moi quand même. Merci. À tous les Togolais. À tous les Togolais et à tous les Africains. Merci, on va s'arrêter là. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal. À très bientôt.